Ce vendredi 4 septembre s'ouvre à Lisbonne le procès de Rui Pinto, l'homme à l'origine des Football Leaks. C'est la plus grande fuite de données de l'histoire du journalisme. Il a 31 ans et il fait face à pas moins de 90 chefs d'inculpation qui vont de la tentative d'extorsion au piratage informatique. Au-delà de son cas, qu'en est-il du statut de lanceur d'alerte ? Comment sont-ils protégés quand ils le sont une fois qu'ils ont parlé ? Et comment font-ils face à la justice ? Pour en parler, nous sommes avec Jean-Philippe Fogel dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous en direct. Vous êtes le coordinateur de la maison des lanceurs d'alerte. Stéphanie Gibaud, bonjour. Bonjour Monsieur Vandel. Merci d'être avec nous. Vous êtes lanceuse d'alerte dans l'affaire UBS. Et Antoine Deltour pour compléter ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous-même êtes et avez été lanceur d'alerte dans le cadre des Luxembourg Leaks. Tout d'abord, je me tourne vers vous, Jean-Philippe Fogel. Qu'appelle-t-on en lanceur d'alerte ? Alors, il n'y a pas de définition communément admise du lanceur d'alerte. Globalement, on peut dire qu'un lanceur d'alerte, c'est tout citoyen qui révèle ou qui signale des informations qu'il perçoit comme étant une violation de l'intérêt général. Dans l'idée qu'il soit citoyen, il y a celle-ci, mais il y a l'autre, c'est qu'il est de l'intérieur généralement, ou pas forcément. Alors, absolument, enfin je dirais oui et non. C'est-à-dire que dans l'absolu, la plupart des personnes qu'on reçoit, ce sont des personnes qui ont une information particulière parce qu'elles y ont accès, parce qu'elles sont salariées. Mais on a aussi des citoyens qui sont des riverains, sont des personnes qui témoignent de choses qu'elles perçoivent comme étant une violation de l'intérêt général, de la pollution, comme typiquement comme un certain nombre de lanceurs d'alerte et qui lancent l'alerte sans forcément être des salariés d'associations de salariés. Compris. Alors c'est quoi la maison des lanceurs d'alerte ? À quoi sert-elle ? Depuis quand existe-t-elle ? Quel est son but ? Alors la maison des lanceurs d'alerte, c'est ne touchez pas le micro, je vous dis. Ne touchez pas le micro, ça s'entend. La maison des lanceurs d'alerte, c'est une association qui est relativement récente puisqu'on s'est créé en 2018. Le constat, avant 2018, c'était qu'il n'y avait pas d'association dédiée à la protection des lanceurs d'alerte. Évidemment, beaucoup d'associations membres de la maison des lanceurs d'alerte aujourd'hui étaient confrontées à des problématiques de lancement d'alerte. Simplement, on a décidé de mettre en commun les compétences et de créer une seule association, un seul centre de ressources pour les lanceurs d'alerte. Parce qu'il faut dire, ils ont besoin d'être soutenus. Par exemple, dans le cas d'une salariée qui dénonce ce qui se passe dans sa banque ou dans son entreprise, l'entreprise a des moyens légaux énormes, par exemple pour payer des avocats, et ce qui n'est absolument pas à la portée d'un petit citoyen lambda. Absolument, d'où la nécessité de réunir les forces, notamment associatives et syndicales, pour protéger les lanceurs d'alerte. Alors, je l'ai dit, nous avons deux lanceurs d'alerte en ligne ce matin, Stéphanie Gibaud, Antoine Deltour. Est-ce que vous pouvez nous raconter chacun dans quelles affaires vous avez été lanceur d'alerte ? Je vais commencer par vous, Stéphanie Gibaud. C'était dans l'affaire UBS en 2007. Vous écrivez sur votre site « Mon éthique a fait trébucher un géant ». Racontez, Stéphanie Gibaud. En juin 2008, donc il y a 12 ans maintenant, effectivement, ma supérieure hiérarchique est rentrée comme une furie dans mon bureau pour m'expliquer qu'une perquisition venait d'avoir lieu dans le bureau du directeur général et que, étant donné les circonstances, je vous la cite, il fallait que je détruise de mon disque dur tous les documents que j'avais depuis que j'étais rentrée dans la banque. J'étais responsable marketing et communication. Et donc, je détruise de mon disque dur tous les documents qui comportaient le nom des clients que nous invitions sur des plateformes événementielles. Et les noms de ces clients étaient reliés à des noms de banquiers, soit en France, soit essentiellement en Suisse. Et que s'est-il passé ensuite ? Une véritable descente aux enfers. D'abord, avez-vous exécuté l'ordre ? Non, justement, je n'ai pas détruit ces données. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai posé des questions sur cette perquisition. En disant, mais c'est tellement grave que c'est quand même important qu'on m'en parle. Et on m'a dit, en gros, c'est pas votre problème, obéissez. Et comme j'étais occupée à organiser à l'époque un tournoi de golf, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai pas vraiment porter intérêt à ce qu'elle me demandait, c'est-à-dire à détruire ces données, mais c'est dans les semaines qui ont suivi où on m'a demandé si j'avais exécuté l'ordre et on m'a demandé aussi de détruire toutes les archives papier, c'est-à-dire tous les documents que j'avais dans mes armoires, dans mon bureau, que là je me suis dit, mais en fait, moi à l'époque, le mot lanceur d'alerte en France n'existait pas. Je me suis dit, mais on m'en veut. On veut se débarrasser de moi. J'ai fait quelque chose qui ne va pas, je ne dois plus être à la hauteur de mon poste, je ne comprenais pas, donc je n'ai pas du tout détruit ces données. Et comme j'étais une élue du personnel, j'étais à l'époque secrétaire du CHSCT, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait 2 types d'alertes en interne, en posant des questions lors de ces réunions trimestrielles face à la direction, et j'ai été voir les dirigeants de la banque, les uns après les autres, le directeur général, le
président, la DRH, etc., qui m'ont tous donné la même réponse, que j'étais fatiguée, que je devais prendre des vacances, que j'étais banquier, que je comprenais pas très bien de quoi il s'agissait. Parce qu'en fait, on est sur un sujet qui a été jugé maintenant. La banque UBS a été condamnée en début 2019 à l'amende la plus importante qui ait jamais été donnée à une banque en France, c'est-à-dire 4,5 milliards d'euros. Le sujet, c'est le démarchage illicite des banquiers suisses sur le territoire français et l'évasion fiscale en bande organisée, ce qui rejoint quelque part les Football Leaks, puisqu'on avait une cellule chez UBS dédiée aux sportifs de haut niveau. Mais avant qu'on arrive à ce procès, tout d'abord, c'est, si j'ose dire, l'arroseur arrosé, c'est que vous avez UBS France a porté plainte contre vous en 2010 pour diffamation. Oui, et puis à nouveau en 2017 pour mon premier livre qui s'appelait La femme qui en savait vraiment trop et qui raconte en détail tout ce que je viens de vous dire. Vous avez été licencié en février 2012, vous avez gagné tous vos procès. Tous mes procès contre UBS et mon procès contre l'État français. Parce que moi j'ai une particularité par rapport à tous les lanceurs d'alerte, c'est qu'après avoir porté plainte en 2009 contre UBS pour tous ces motifs d'évasion fiscale et de blanchiment de capitaux. L'État français, via des fonctionnaires assermentés du service des douanes qui travaillent pour le ministère des Finances, donc pour Bercy, m'ont demandé de leur remettre sur ordre des informations confidentielles appartenant à UBS, appartenant au serveur d'UBS, c'est-à-dire qu'ils savaient que j'étais harcelée par mon employeur. Et moi, je pensais bien évidemment que l'État français allait me protéger. Donc pendant plus d'1 an, j'ai donné des informations sur des processus, sur des clients, sur des banquiers, qui ont amené d'ailleurs à cette amende record de 4,5 milliards d'euros. Et le ministère des Finances, via M. Sapin, entre autres, via M. Macron, qui était ministre du Budget aussi, et les successeurs, c'était M. Darmanin jusque récemment, ont refusé de m'appliquer la loi, de m'appliquer le droit. Ici, donc d'un côté, on contraint les citoyens par le droit et de l'autre côté, on refuse de leur appliquer la loi. Ici, nous sommes dans une émission média. À quel moment vous médiatisez ces informations? Parce que ça aurait pu rester qu'une affaire interne. Où arrive le mot alerte et comment nous, citoyens, avons-nous été avertis de ce qui se passait à UBS France? Moi, je ne suis jamais allée vers les médias. Toutes les alertes que j'ai faites, je les ai faites selon la loi Sapin. C'est-à-dire une alerte graduée en entreprise, auprès des dirigeants. Et comme tout s'est retourné contre moi, je suis allée voir l'inspectrice du travail qui m'a conseillé au bout de quelques mois de porter plainte contre mon employeur. Puis après, j'ai eu les services des douanes sur le dos, excusez-moi de l'expression, pendant plus d'1 année. Et à quel moment... je ne suis jamais allée voir le Canard enchaîné ou je ne sais qui. Et alors à quel moment l'affaire devient médiatisée? Ce sont les plaintes qui de fait médiatisent l'affaire. Non, à partir du moment où moi j'ai été licenciée, est sorti le livre d'Antoine Peillon. Et c'est le livre d'Antoine Peillon qui a médiatisé l'affaire. Vous en êtes où maintenant? C'est encore douloureux? Vous êtes tiré d'affaire? Ou est-ce que vous devez batailler jour après jour? C'est pour annoncer la suite avec nos invités, et notamment avec Jean-Philippe Fogel. Ah mais c'est une juste blague, c'est juste une plaisanterie, mais une mauvaise plaisanterie. C'est-à-dire ce que j'ai vécu chez UBS a été un enfer pendant 3 ans et demi. Licenciement, vous en avez parlé, mais avant ça, isolement, placardisation, harcèlement, etc., etc. Mais le pire, c'est ce que je vis depuis, puisque j'ai encore 4 procès en cours. On a parlé du procès en diffamation sur mon premier livre, mais j'ai le procès au pénal sur le harcèlement que j'ai subi. Il y a un procès qui doit concerner aussi les agents des douanes et leur hiérarchie qui m'ont utilisé alors qu'ils savaient pertinemment que j'étais en état de faiblesse, et le fait que l'État ne veuille pas reconnaître mon travail alors que des lois existent. Stéphanie Gibaud, on marque d'alerte, c'est juste une blague en France. Stéphanie Gibaud, cette protection, on va en parler, on est avec Jean-Philippe Fogel et avec vous, on marque une courte pause dans Culture Média, on se retrouve juste après ça. On parle des lanceurs d'alerte, de leur utilité, de leurs problèmes, de leur désarroi parfois. Nous sommes avec Jean-Philippe Fogel dans Culture Média, coordinateur de la maison des lanceurs d'alerte, Stéphanie Gibaud, lanceuse d'alerte dans l'affaire UBS, et puis Antoine Deltour, lanceur d'alerte dans le cadre des Luxembourg Leaks. Rappelez-nous, Antoine Deltour, ce qu'étaient les Luxembourg Leaks ou LuxLeaks, ça remonte à 2014.
Oui, tout à fait. Alors en fait, je travaillais dans un grand cabinet d'audit au Luxembourg, donc un cabinet que vous avez cité dans votre journal média, la PricewaterhouseCoopers, et qui produisait des accords fiscaux en fait entre les multinationales clientes et l'administration fiscale luxembourgeoise, et qui permettait à ces multinationales de contourner les règles fiscales ou en tout cas de bénéficier de traitements fiscaux extrêmement favorables, avec des taux effectifs d'imposition très proches de zéro. Et donc moi j'ai copié des centaines, enfin des milliers de pages de ces accords fiscaux extrêmement confidentiels que j'ai transmis à un journaliste du consortium international de journalisme d'investigation, et donc ça a déclenché des révélations assez retentissantes dans la presse mondiale sous le nom de Luxembourg Leaks. Et par la suite, donc mon ex-employeur évidemment n'est pas resté passif et a porté plainte je précise que fuite de données provenant de son cabinet. Pardonnez-moi, je précise que contrairement à Stéphanie Gibaud, qui n'avait jamais contacté les journalistes, nous disait-elle, vous-même vous aviez confié ces documents à un journaliste de Cache Investigation, et c'est une émission qui a été diffusée sur France 2 qui a fait beaucoup de bruit. C'était en mai 2012. Que s'est-il passé ensuite pour vous ? Eh ben, suite à la plainte du cabinet d'audit, en fait, j'ai fait l'objet d'une inculpation au Luxembourg pour 5 chefs d'inculpation qui me faisaient risquer un total de 10 ans de prison et 1 300 000 € d'amende. Et donc, il y a eu plusieurs procès au Luxembourg. Et la grande chance que j'ai eue, c'est que la médiatisation de l'affaire a permis de mobiliser de très larges soutiens qui sont très très actifs et qui ont permis notamment de collecter de l'argent pour financer ma défense, qui était supérieure à l'ensemble de mes revenus sur la période des poursuites judiciaire, et à l'issue de ces 4 procès, j'ai été acquitté. La justice luxembourgeoise a décidé d'appliquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et notamment a évalué si j'aurais dû, en premier lieu, m'adresser à mon supérieur hiérarchique, en étant témoin de pratiques fiscales que je les approuvais. Est-ce que j'aurais dû d'abord en parler en interne? Est-ce que j'aurais dû d'abord me tourner vers les autorités luxembourgeoises, ou est-ce que j'ai bien fait de m'adresser à un journaliste? Et là, la justice luxembourgeoise a tranché, a dit que j'avais bien fait de me tourner vers un journaliste, puisque mon ancien employeur ainsi que les autorités luxembourgeoises étaient partie prenante des accords fiscaux décriés. Alors le 11 janvier 2018, vous êtes relaxé par la Cour de cassation du Luxembourg, qui vous décerne le statut de lanceur d'alerte. C'est pas seulement une appellation journalistique, ça existe réellement. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous ? Eh ben, concrètement, en fait, c'est défini par 5 critères dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, je vais peut-être pas les citer, ça endormirait. Non, mais la conséquence, qui vient de se lever. Mais la conséquence, c'est que tout simplement, en fait, c'est un droit supranational qui est supérieur au droit pénal national. Et donc là, les lois luxembourgeoises, notamment la protection du secret des affaires, le droit concernant le vol, concernant la fraude informatique, auraient conduit à ma condamnation en lisant strictement les faits. Mais seulement cette jurisprudence affirme que mes motivations, qui étaient celles de la liberté d'expression pour informer le public de pratiques hautement contraires à l'intérêt général, étaient supérieures et justifiaient que je commette ces délits en droit nationaux. Juste un mot maintenant, parce qu'il faut parler de vous. Vous n'êtes pas journaliste. Votre métier de base, c'est lequel ? Alors au départ, donc j'étais auditeur, donc je travaillais c'était un métier vraiment comptable, de certification. Mais là maintenant, des entreprises. Si vous cherchez du travail et que vous avez cette étiquette de lanceur d'alerte, est-ce que il n'y a pas une sorte de double peine? Est-ce que les entreprises ne vont pas rechigner à vous engager? Alors effectivement, la situation des lanceurs d'alerte, en plus de s'exposer à des poursuites judiciaires, c'est aussi de souffrir d'une dégringolade de son employabilité sur le marché du travail. Effectivement, si aujourd'hui je recherchais du travail auprès d'un cabinet d'audit ou au Luxembourg, ce serait probablement très difficile. Après, moi, j'avais la volonté, j'ai démissionné du cabinet d'audit en ayant fait le choix de me reconvertir professionnellement. Donc j'ai retrouvé un travail dans un secteur qui n'a rien à voir, mais c'est clairement plutôt une chance par rapport aux lanceurs d'alerte. Après, l'expérience que je tire de cette alerte dans l'affaire LuxLeaks, c'est que lancer l'alerte, ça peut effectivement mettre dans des situations très difficiles. On vient d'entendre le récit de Stéphanie Gibaud. Ouais. On connaît la situation de Rui Pinto, dont le procès s'ouvre et qui a déjà fait 1 an de détention provisoire avant d'avoir le moindre avis de la justice sur ce qu'il a fait. Donc ça peut être effectivement assez dramatique, mais c'est pas systématique. D'accord. Pardon, je vous interromps parce qu'il y a beaucoup d'intervenants ce matin et j'en suis ravi. Jean-Philippe Fogel, vous êtes coordinateur de la Maison des lanceurs d'alerte. Une de vos missions, c'est justement l'aide à la médiatisation. Et comment faites-vous pour gérer cette contradiction? Médiatiser des affaires qui elles-mêmes peuvent mettre en danger ceux qui les concernent si ces affaires sont médiatisées.
Pour être parfaitement honnête, en général, on ne conseille pas aux personnes d'être médiatisées. Enfin, on le voit dans beaucoup de cas, la médiatisation, ça peut aussi nuire aux personnes. En tout cas, les personnes qu'on a, qui ont retrouvé un emploi, c'est des personnes qui ont révélé des choses à des journalistes de manière anonyme et qui, en fait, ne sont pas traçables. Donc, la plupart des personnes qui ont retrouvé un emploi sont des personnes qui ne sont pas connues du grand public. D'accord. Après, dans certains cas, la médiatisation, ça peut aussi aider. Quand on est dans certains quand ça concerne des grandes entreprises, quand l'alerte concerne des grandes entreprises dont les personnes où les personnes peuvent être mises en danger si elles lancent l'alerte en interne, dans ce cas-là, la médiatisation, ça peut aussi aider les personnes. Stéphanie Gibaud, est-ce que vous avez la sensation que la loi protège suffisamment les lanceurs d'alerte? Et vous l'avez dit, vous n'avez pas contacté la presse, mais malgré vous êtes devenue une figure publique. Mais c'est ça qui est complètement dingue, justement. C'est que la médiatisation en aide certains et finalement elle en assassine d'autres. Moi, je suis toujours à me dire, mais qui a donné mon nom aux médias? Et pourquoi? Et pourquoi les médias se sont tous refilé mon nom, finalement, pour me mettre en danger? Parce que de quoi est-ce que j'ai été protégée? Est-ce que j'ai été capable de retrouver du travail? Bien sûr que non. Vous n'avez pas de travail. À l'heure actuelle, au moment où on se parle, vous n'avez pas de travail. Ah mais moi j'ai été licenciée, vous l'avez dit tout à l'heure, le 10 février 2012. Donc je vis sans revenu depuis 8 ans. Est-ce qu'il y a des comités de soutien? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui se mobilisent? Non. Est-ce que le procès UBS qui a eu lieu en fin 2018, début 2009 a mobilisé les foules? Non. Alors que ça concerne les millions de contribuables français. C'est justement très intéressant de voir que certains dossiers mobilisent et pas d'autres. Alors que le dossier UBS, justement, il est convergent vers les multinationales dont parlait Antoine Deltour tout à l'heure, puisque j'en connais un certain nombre qui étaient clientes d'UBS. Et de l'autre côté, les Football Leaks, avec ce que je vous disais au début de cet entretien, les joueurs de foot qui étaient, et les sportifs de haut niveau, qui étaient gérés par une cellule UBS. Ouais. Donc en fait, il y a des dossiers sur lesquels on s'intéresse, et notamment à l'étranger, parce que là, vous parlez du Portugal et vous parlez du Luxembourg. Moi, je vous parle d'un délit qui a lieu en France, où moi, je travaillais, où vous vivez, où vous payez vos impôts, qui est le pays des droits de l'homme, pour le rappeler, qui a refusé l'asile de Edward Snowden et de Julian Assange. Je vous parle de ces deux-là, puisque j'ai vu que Edward Snowden était témoin au procès de Rui Pinto et que Assange est enfermé et emprisonné depuis plus d'1 an en Grande-Bretagne. Donc, quelle image est-ce qu'on a de nos démocraties occidentales avec des dossiers aussi importants? On va rester sur cette question. Évidemment, le temps passe très vite et le sujet est tellement riche. Je parlais de Rui Pinto. On va refaire une émission spéciale Football Leaks, car on n'a même pas eu le temps d'évoquer le sujet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphanie Gibaud, lanceuse d'alerte dans l'affaire UBS. Merci Antoine Deltour, lanceur d'alerte dans le cadre des LuxLeaks. Et merci à Jean-Philippe Fogel, coordinateur de la Maison des lanceurs d'alerte. Merci d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1.